Bonjour Renaud Dourges en votre compagnie avec Benoît à la réalisation. J'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Jean-Paul Briguelli pour son nouveau roman. Alors il y a quelques mois vous étiez déjà dans ce studio, Jean-Paul Briguelli. L'année dernière, exactement. C'était pour... C'était pour le premier tome de ce qui sera sans doute une trilogie. Ah ça, je m'en suis douté en lisant la dernière ligne qu'il y aura une trilogie. Et donc ce premier volume, c'était Soleil Noir. C'est paru chez le même éditeur que celui d'aujourd'hui. L'Archipel. L'Archipel, bon, qui est une maison très connue, bien évidemment. Et aujourd'hui, nous allons partir en Orient avec... dans l'Orient compliqué. Dans l'Orient plus que compliqué même, puisque nous allons aller dans les nuits de Topkapi. Alors ça, les nuits de Topkapi, ça fait rêver, mais l'histoire ne fait pas vraiment rêver, presque cauchemarder. D'ailleurs, on en parlera, il y a même un chapitre que vous déconseillez aux âmes sensibles. Dans Soleil Noir, j'avais fait un chapitre sur l'art de rouer vif ses contemporains. Parce que je pense qu'il faut toujours être pédagogue, vous savez. Je pense que la plupart des gens ne sauraient pas actuellement rouer quelqu'un. L'idée m'est venue il y a très 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 longtemps sur cette erreur manifeste partout de la façon de clouer le Christ en croix. Oui, en principe, c'est dans les poignets. Voilà, normalement c'est dans le poignet. En fait, même, c'est probablement pas avec des clous. Il suffit de l'attacher, vous mourrez très bien. Et pourquoi est-ce qu'on met le clou dans la main, ce qui ne marche pas? Essayez avec votre petit frère, ça va se déchirer, il tombe, la scène sera épouvantable. C'est parce que quand on a commencé à représenter le Christ, ça faisait plus de 200 ans qu'on ne crucifiait plus personne, et plus personne ne savait comment on faisait. Donc dans Soleil Noir, vous apprendrez comment on roue, et dans les nuits de Topkapi, vous apprendrez en détail comment on empale. Pour empaler, d'ailleurs, j'ai pensé en lisant ce chapitre, contrairement à certains dessins que l'on peut voir, ça ne peut jamais ressortir par la bouche, ça ressort bien avant. Non, ça ressort bien avant. Et puis, c'est pas ça, c'est que c'est un boulot d'empaler. Vous pénétrez non pas par l'anus, comme le croient les imbéciles, mais par une incision que l'on fait dans le périnée, et vous devez lentement enfoncer le pieu à l'horizontale au sol, en veillant à ce que ça ne lèse aucun organe essentiel. Or, si vous allez tout droit de façon à ressortir par la bouche, il est évident que le malheureux meurt. Là, l'idée, c'est qu'il vive au moins 24 ou 48 heures. Vous savez, quand on raffine jusqu'au bout. Bien sûr. Nous retrouvons un des deux personnages, enfin l'autre, on va le retrouver un petit peu, mais très brièvement, de Soleil Noir. Alors il s'agit de Balthazar Herrero, qui est un médecin. Qui, dans le chapitre... Enfin, disons qu'il a rassemblé, ça c'est important, il a rassemblé toutes les connaissances réelles de son temps, qui étaient en fait éparpillées. Il a fait médecine à Montpellier, il a continué à Pise, qui était la grande fac occidentale. Il est allé en Orient retrouver les secrets grecs, en fait, à l'origine, retransmis par les Arabes, etc. Il est même assez loin en Orient. Donc il a, par exemple, une pratique de l'opium tout à fait personnelle. Et il a sauvé la vie du roi. Voilà. Moyennant quoi, il est devenu le chouchou, le préféré, l'homme à la mode, etc. Tellement à la mode que le roi, ayant remarqué qu'il parlait toutes les langues barbares, à commencer par le turc, l'arabe, le farsi, etc., l'envoie donc en mission à Istanbul, parce que, ça c'est le point historique important, depuis François Ier, la France est alliée aux Turcs. Elle est alliée aux Turcs pour prendre en étau l'empire des Habsbourg. Dans cet ouvrage, il y a de nombreux détails, alors, pas uniquement concernant cette affaire turque, dirais-je, mais j'ai découvert par exemple que Vauban avait été très en avance sur son temps en ce qui concerne une idée d'impôt. Ah oui, la dîme royale, c'était une idée absolument révolutionnaire. Il voulait faire un impôt universel. Pour une raison très simple, Vauban fortifiait la France, il avait besoin d'argent, il fallait 2 milliards vite.
2 milliards de livres or, entendons-nous bien. Il a présenté ça. Et puis, il avait parcouru la France, lui, vraiment. Il n'était pas resté à Versailles. Il avait vu la misère épouvantable. Vous savez, j'expliquais dans le volume précédent, à la mort d'Henri IV, 1610, il y a 12 à 13 millions de Français. À la mort de Louis XIV, 1715, il y en a pas un de plus. Alors que les femmes en font 5, 6, 7 sans problème quand elles survivent. Et quand les enfants survivent, ce qui est très rare. Et quand les enfants survivent, ce qui est très rare. Enfin, c'est une époque épouvantable. Heureusement, on a eu de très grands artistes, de très grands écrivains qui en ont fait le grand siècle. Mais à vivre, c'est plus drôle à raconter qu'à vivre. Parmi les détails historiques dont vous parlez, alors il y en a un qui est littéraire, il s'agit de l'auteur de la fameuse lettre à une religieuse portugaise. Alors, Monsieur de Guilherag, on ne savait pas à l'époque que c'était Guilherag. Monsieur de Guilherag avait été ambassadeur auprès de la Sublime Porte, comme on disait. Il est mort, d'ailleurs. Il avait publié de façon anonyme les lettres de la religieuse portugaise, immense succès, le premier très grand roman par lettres. On l'a identifié que dans les années 1980, avec des traitements informatiques de pointe. Je pourrais expliquer, mais c'est pas l'objet. Et puis, il y a un deuxième intellectuel qui est un personnage alors essentiel, qui est Antoine Galland, qu'on connaît un peu moins encore, mais qui est celui qui a fourni la première traduction des Mille et une nuits. Alors on le retrouve, d'ailleurs on lui demande de raconter ses listes. Il invente, il invente pas, il traduit au fur et à mesure Ali Baba et les 40 voleurs. Voilà, et en plus, alors comme il n'a que des manuscrits imparfaits, il est obligé de compléter. Et il va compléter en s'inspirant de ce qu'ils sont en train de vivre. Et ils vivent des choses pas très très agréables. Vous évoquez également Charles de Lorraine, qui était un duc sans duché. Oui. Il y avait un certain nombre comme ça. C'était une époque extrêmement troublée quand même. Je vous rappelle, il y avait des Français qui se battaient pour les Autrichiens contre les Français. Enfin, c'était très compliqué. Rappelons que notre héros est médecin. Il va avoir une phrase à un moment, il va dire « Les guerres sont de merveilleuses occasions de progrès pour la science médicale ». C'est pas faux. C'est vrai. Je vous rappelle que la suture des artères, qui est l'un des... C'est Ambroise Paré d'un côté, ça a été Laennec par la suite. Heureusement qu'il y avait des guerres. Sans les guerres, nous serions encore à l'âge des cavernes. La guerre est un facteur de progrès essentiel. Il va passer par Marseille, bien sûr, pour prendre un bateau. Chez moi. Oui. Ces bateaux, bien sûr, ce sont des galères. Et il ne faudrait pas croire que les galériens sont simplement des repris de justice des criminels ou autres. Non, il y a les huguenots. Il y a des huguenots. Alors, il y avait une proportion d'à peu près 80-20. 80% de criminels, 20% de huguenots, qui par miracle n'avaient pas été tués tout de suite dans les Cévennes. Dans le premier volume, il y en a qui sont tués. Il y en a un certain nombre qui sont tués et qui étaient mis sur les galères du roi. Alors, il faut bien comprendre, la durée de vie sur les galères, en moyenne, c'est 1 an. Voilà. Parce que c'était tellement monstrueux comme effort, comme type de vie, etc., qu'on ne faisait pas de vieux os. Bien sûr. Et il va trouver un galérien qui est déjà qui est un huguenot, mais qui est d'une force exceptionnelle. Et à tous les galériens, d'ailleurs, il va leur promettre la liberté. Il leur promet c'est une très bonne motivation. Il a tout pouvoir. Le roi lui a donné tout pouvoir. Alors, il commence par user ses pouvoirs, par soigner les galériens qui sont atteints du choléra, ce qui commençait vaguement à apparaître en Europe à l'époque. Et en menaçant le lieutenant qui s'occupe de la gestion, en disant « vous faites ça, ça, ça et ça, sinon je vous envoie croupir au Château d'If et de là à la Bastille ». Vous savez, on obtient plus... Il avait une lettre de Louvois, c'est Louvois. Voilà, on obtient plus de choses avec une menace qu'avec une promesse. Il va y avoir donc, généralement, on rencontre des pirates en mer à l'époque. Alors, on rencontre vraiment des pirates en mer. Je rappelle que si on s'est lancé dans des opérations en Algérie, c'est parce que c'était des bases. Alger était une base de corsaires qui a enlevé entre le XVIIe et le XVIIIe siècle entre 1 et 2 millions d'Européens. Et moi, j'ai pensé au capitaine Haddock, puisqu'on fait allusion au Bachibouzouk. Oui.
Mais qui était... voilà, justement, la question que je vous pose. C'est une fonction militaire chez les Turcs. Et il y a d'autres militaires, ce sont des gens qui sont, en fin de compte, pas forcément d'origine turque, mais qui sont très, très importants. Alors, il y a les janissaires. Voilà. Les janissaires étaient des enfants pris dans des populations non turques, mais musulmanisés, en quelque sorte, et entraînés, surentraînés. C'était un corps d'élite, hein, c'était la Légion étrangère, en quelque sorte. Et simplement... Ça, c'est important. Soliman le Magnifique, en 1526, avait gagné une bataille mémorable contre les Autrichiens. Et là, en 1687, ils vont perdre une bataille mémorable contre les Autrichiens au même endroit. Simplement parce qu'ils n'ont pas changé de technique de combat, mais que le monde a évolué. Et que de l'autre côté, on a des armées qui fonctionnent au sifflet, avec des artilleries extraordinaires, etc. Et les janissaires vont se faire couper en morceaux. Autre catégorie, je ne dirais pas vraiment de la population, mais dirons-nous du palais, ce sont les eunuques. Alors, les eunuques, puisque il fallait bien quelqu'un... Si vous allez à Istanbul, je vous conseille absolument de visiter le palais du sultan. Les appartements des femmes sont gigantesques, sont d'une beauté absolument extraordinaire, avec des couleurs de feuillage... dans les céramiques bleu, vert extraordinaires, et il fallait bien qu'il y ait des hommes pour s'en occuper. Hein. Vous avez... Les eunuques commencent à prendre une place importante dans l'imaginaire à l'époque. Il y en a un qui joue un rôle important, par exemple, dans les lettres persanes. Mmh. Alors, à ne pas confondre avec les castrats, parce que les castrats, bon... il leur manque quelque chose, mais tandis qu'aux eunuques, parfois, il n'y a plus rien du tout. Alors, les eunuques n'ont plus rien. Le castrat... par exemple, utilisé au Vatican d'ailleurs. Il peut, alors on va être clair, le castrat peut avoir des érections. Il y a le film Farinelli d'ailleurs. Voilà, Farinelli avait des maîtresses, etc. Il ne pouvait simplement pas se reproduire. L'eunuque, il est débarrassé de tout ce qui en faisait un homme. D'où le fait qu'il a souvent une apparence un peu grasse parce qu'il ne produit plus de testostérone. Et un métier est quand même à haut risque, bien que très recherché, c'est celui de vizir. Alors, vizir, on est parti, vous vous rappelez Tabari Is no good, je veux être calife à la place du calife. Le vizir cherche toujours finalement à se placer, à rester au sommet, etc. Alors, on va être clair, j'ai pris l'année 1688, ça se joue sur 1 an et demi à peu près, cette histoire. Il y a eu un nombre de révolutions de palais absolument extraordinaires. Les vizirs duraient à peu près 3 mois, finissaient soit décapités, soit exilés, puis étranglés dans leur exil, etc. Par les janissaires, généralement. Par les janissaires. Le calife lui-même est remplacé d'autorité par son frère qui avait été maintenu pendant 35 ans dans une prison dorée dans le palais. Enfin, on sent que c'est un régime qui est en train de s'effriter. Et qui s'effrite d'autant plus que, dans le sud, il y a des fondamentalistes musulmans, on va dire, regroupés autour du Mahdi, l'envoyé d'Allah, qui s'agitent et qui voudraient bien prendre le pouvoir à leur tour. Alors, puisque vous parlez des musulmans, il y a différentes sectes. Alors, il y a les chiites, il y a les ismaéliens, et il y a les derniers misaïtes, c'est cela. Voilà. En fait... Ils ont une conception un peu différente les unes des autres. Et ils se haïssent d'ailleurs, les uns les autres. Ça n'a pas changé. Comme d'ailleurs, entre sunnites et chiites, il y a des haines absolument extraordinaires. Ne dites jamais à un Iranien qu'il est arabe, ne dites jamais à un chiite qu'il descend de Mahomet direct et non pas d'Ali. Enfin, voilà, on ne va pas se leurrer. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que je voulais dépeindre le Proche-Orient tel qu'il était, en m'appuyant sur les études qui sont faites à l'époque, qui démontrent par exemple qu'il n'y a pas d'Arabes en Galilée. Vous voyez, en Judée-Samarie, il n'y a pas d'Arabes à part quelques Bédouins sédentarisés. On sait que les hommes, à part les eunuques et leurs maîtres, n'ont pas le droit de rentrer dans le harem. Doit-on dire plutôt harem, sérail, comment doit-on le terme exact on peut dire harem, le sérail, c'est le terme
qu'on prêtait aux Ottomans, vous savez, Mozart, l'enlèvement au sérail, etc. Puis ce qu'il y a surtout, c'est que dans le sérail, il y a des créatures qui sont en général d'une beauté plus qu'humaine. Et là, il y en a une qui est enceinte, l'enfant se présente très très mal, et il va falloir l'accoucher d'une façon assez particulière. En fait, ce que fait Balthazar Herrero, c'est ce que savaient faire les médecins accoucheurs jusqu'à il y a une quarantaine d'années, avant qu'on décide qu'il était plus simple et plus lucratif de faire des césariennes plutôt que de retourner l'enfant in utero. Nous allons laisser passer, s'il vous plaît, un communiqué. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Je rappelle que je suis en compagnie de Jean-Paul Brighelli pour les Nuits de Topkapi, parues aux éditions de l'Archipel. Nous parlions de ces dames et il va y avoir une esclave, alors là, qui est magnifique. Et vous soulignez un fait réel, c'est qu'un ambassadeur avait effectivement acheté une esclave à une époque. Alors, tout tourne autour du prénom d'Haïdé. C'est joli, hein, Haïdé, etc. On sert à Aïda également. D'ailleurs. Alors, Haïdé, c'est l'esclave de Monte Cristo dans le roman de Dumas. Mais Dumas, qui savait emprunter quand c'était nécessaire, l'a emprunté à la réalité. Il y a un ambassadeur français qui, vers 1695, a ramassé une adolescente qu'il a fait élever lui-même et qu'il a ramenée à Paris, qui s'appelait Haïdé et qui est devenue une femme à la mode, qui a donné à l'abbé Prévost, qu'on connaît pour Manon Lescaut, l'idée d'un roman qui s'appelle une histoire d'une Grecque moderne, parce que elle était devenue véritablement, oui, à la mode. Donc, ce prénom d'Haïdé, d'abord, ça fait rêver quand même. Il y a Haïdé, Haïda, et ça. Et puis, il y en a une deuxième à laquelle je tiens beaucoup. Il y a une danseuse au corps couvert de tatouages scripturaux, etc., qui s'appelle Kuchu Kanem. Les disciples de Flaubert l'auront reconnue. Et on pense presque aux séances d'effeuillage de notre époque. Ah oui, c'est de toute façon, il y a des scènes abominables et puis il y a des scènes d'une lascivité dont j'ai honte rétrospectivement. Mais enfin, voilà, maintenant elles sont imprimées, donc elles y sont. Une autre femme bien plus ancienne qui est quand même citée, c'est Hypatie, qui était une grande mathématicienne. Alors, Hypatie était une immense mathématicienne grecque. Je rappelle, ça a très mal fini. Hein. Elle en savait tellement qu'elle a été lapidée. Ainsi finissent les vrais savants, hein, très souvent, surtout dans l'Orient compliqué. Il y a une présence des femmes dans ce livre qui m'a paru nécessaire, parce qu'on croit trop souvent que ces monarchies, on va dire masculinistes, gomment le rôle des femmes. En fait, pas du tout. C'est ce que Montesquieu va expliquer quelques années plus tard dans les Lettres persanes. Et comme par hasard, dans votre ouvrage, il y a un personnage qui s'appelle Usbek. Ben oui, vous savez, il est parti de Perse et il fait un très 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 long voyage. Et là, justement, il est à Izmir, Smyrne, juste au moment où, alors ça c'est vrai également, il y a un tremblement de terre qui a fait 30 000 morts. Oui, ce tremblement de terre, vous en parlez également. Figurez-vous, c'est comme quoi tout est dans tout. Les Turcs ont mis ça sur le dos des Arméniens. Alors j'allais justement y venir. Les Arméniens sont déjà le bouc émissaire à l'époque des Turcs. Et comment peut-on expliquer cette haine aussi ancienne? Alors, premièrement, les Arméniens sont chrétiens. Oui, bien sûr. Donc, ils ont fait le mauvais choix. Ça, d'un certain point de vue. D'un autre côté, ils sont assez industrieux, comme d'ailleurs les Juifs. Ils travaillent, ils font du commerce, etc. Ils sont donc plus riches, très souvent, que des populations musulmanes qui attendent de la bouche ouverte qu'Allah décide. C'est ça, hein, le problème même des religions contemplatives, c'est Dieu décidera.
Ben oui, mais aide-toi et tu verras, il t'aidera aussi. Alors, ce que vous venez de dire au sujet de ces personnes industrieuses, ça me rappelle un vieux film de ces messieurs de la santé avec Rému, qui vient de reparaître sur Ciné Classique ou je ne sais plus quelle chaîne, où il dit à un personnage « Ah, tu es juif, méfie-toi, moi je suis grec », ce qui est encore pire. Oui, alors je vous rappelle qu'il y avait également des Grecs juifs. L'un des plus beaux exemples, c'est Albert Cohen. Oui, un auteur... très cher à Marcel Pagnol, entre autres, mais pas uniquement. Ami d'enfance. Ami d'enfance, oui. Nous allons parler de ce Madé et du vieux de la montagne. Alors ça, c'est une chose qu'on connaissait en dehors, à plus ancien celui probablement, la secte des Achichins qui a donné le mot assassin. Ça remonte au XIe siècle, 11e, 12e siècle. Le vieux de la montagne est un... prophète autoproclamé chiite, qui a rassemblé autour de lui des fanatiques qu'il gave de hashish, d'où l'idée de hashishin. Et il les expose à une prévision du paradis. Avec les houris du paradis, les 72 houris promises à tout musulman qui meurt au service d'Allah. Ce que pensent encore de nos jours certains terroristes. Oui, absolument. Je veux dire, comme quoi les mauvaises idées ont la vie dure. Mais ce vieux de la montagne, qui disparaît vers le XIIIe siècle, il faut bien voir, c'était des gens assez puissants pour avoir fait assassiner le roi Baudouin de Jérusalem. Le roi lépreux. Le roi lépreux. Et ils essaient de prendre le pouvoir en permanence pour imposer leur vision religieuse et créer un État religieux. En fait, l'État turc, ils sont musulmans, effectivement, mais ils sont turcs avant tout. C'est-à-dire qu'ils ont des visées expansionnistes, ils ont des visées intellectuelles, ils ont de très très grands artistes. C'est un peuple avec lequel on peut, d'une façon ou d'une autre, s'allier. Alors malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. J'ai trouvé par exemple qu'il y avait eu un amiral japonais à Saint-Tropez, mais là, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Et pour la partie musicale, pour finir cette émission, j'ai trouvé une musique qui s'appelle, par un groupe, une formation ottomane Instrumental Music, qui interprète un type s'appelant Topkapi, tout simplement. Magnifique. Et je vous remercie encore, Jean-Paul Brighelli. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Nuits de Topkapi. Merci à vous.